Donc juste pour me présenter rapidement, moi je viens de du manufacturing, lean manufacturing. J'ai fait 10 ans dans le groupe Delfingen, sous-traitant de rang 2, qui est à Anteuil. On faisait de la gain and lay, enfin de la protection de faisceaux électriques, principalement de la gain and lay. Et pour eux, j'ai ouvert des sites à l'étranger pour suivre les clients. Les clients, c'était des câbleurs qui et donc qui fabriquent des faisceaux électriques. Et la fabrication de ces faisceaux électriques, c'est des opérations très très manuelles. Donc il y avait des câbleries à Sochaux, à Bar, et puis rapidement c'est parti dans le sud de l'Europe, dans le nord de l'Afrique, puis tout partout où la main-d'œuvre était moins chère. Et donc la stratégie du groupe, ça avait été de suivre ses clients pour avoir dans chaque pays où ils étaient présents des petits sites production et logistique pour livrer à bord de chaîne. Donc on fabriquait en général la gain and lay dans ces unités, des petites unités d'une quinzaine de personnes, et on faisait venir de France tout le reste des produits qu'on mettait à disposition des clients, principalement des pièces injectées. Donc j'ai pas mal ouvert de sites. Enfin, on était deux à peu près sur le groupe à faire des ouvertures de sites. Moi j'étais plutôt spécialisé sur les pays anglophones et comment on dit, Spanish, espagnophone. Espagnol. Hein? Espagnol. Hispanique. Hispanique, voilà, hispanique. Pardon, merci. Et mon collègue était plutôt sur les pays au nord de l'Afrique, Tunisie, Maroc et puis Turquie. Voilà, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Après, le groupe s'est un peu structuré parce que quand on a commencé, on avait qu'une usine au Portugal et une usine en Espagne. Et à la fin, on avait quand même une quinzaine de sites, donc il a fallu se structurer. On s'est structuré autour des outils du Lean. Et je me suis occupé du déploiement de la démarche Lean dans les usines. Ensuite, pour la faire court, j'ai fait 15 ans chez GR Electric. Voilà, au début, c'était Alstom Power. On fabrique et on installe des centrales électriques à base charbon, fioul lourd. C'est des gros projets à l'international. Et on est sur un cycle qu'on appelait EPC, clé en main. On fait les plans engineering, on fait les achats, procurement, et on fait la construction sur le chantier. Et donc, je pilotais en direct les responsables qualité sur les chantiers. Un chantier pour une centrale électrique, c'est une PME de 100 personnes dans lequel il y a un patron, un chef de chantier, puis un responsable de la qualité, un responsable de montage et une petite entreprise. Et donc, tout ça, ça devait être coordonné autour de fonctions support comme la qualité ou le HS, et je m'occupais de la partie qualité. Et sur certains chantiers, à partir de, je sais pas, de 2013-2014, on a commencé à mettre en place du Lean Construction. Bon, c'est pas tout à fait le Lean Construction que je vais vous montrer là. Ce qu'on appelait Lean Construction, c'était du Lean qu'on avait mis en place pour le montage de tout ce qui était grosse tuyauterie sur les chantiers. Donc, c'était beaucoup de soudure, beaucoup de manutention. Et c'était des projets qui avaient été commencés par nos amis allemands et qu'on a mis en place sur certains chantiers avec plus ou moins de succès. Et puis en 2013, j'ai créé Pragmatitude. Donc moi, je suis sur des missions de mise en place de systèmes qualité, santé, sécurité au travail, environnement. Et puis, deuxième métier, c'est tout ce qui concerne les démarches Lean dans les ateliers Lean Manufacturing et sur les chantiers, le Lean Construction. Pour le Lean Construction, je me suis associé avec un cabinet qui s'appelle IMA France. Il y a deux intervenants du Lean Construction en France, IMA France et Delta Partner.
Le premier qui m'a répondu, c'était IMA France, donc j'ai signé un contrat avec eux et tout ce que je fais en ligne construction, c'est exclusivement pour eux. Et je travaille sur un grand quart nord-est de la France. Voilà pour présenter un peu l'histoire. Donc ça, la petite présentation que je vais vous faire, c'est une petite présentation que je fais dans les fédérations du bâtiment pour leur expliquer ce que c'est que le Lean Construction. L'idée, c'est de démocratiser un petit peu l'approche Lean dans le BTP, principalement sur des sites de construction, soit de bureaux, soit de logements. Et de faire intervenir dans les entreprises des démarches d'amélioration continue et puis de gérer des chantiers en mode Lean avec un certain nombre de principes que je vais vous montrer là maintenant. Alors, le Lean Construction, quelques constats d'abord. Là, on a des chiffres sur la productivité au travail et on se rend compte que là où la productivité augmente partout dans la chimie, dans les transports, dans l'industrie, la productivité reste stable dans les métiers de la construction. Donc ça, c'est un premier constat, c'est-à-dire que la construction est peut-être aujourd'hui comme était l'industrie il y a une quarantaine d'années peut-être, avec un faible niveau d'automatisation, beaucoup de travaux manuels et assez peu de réflexion autour de l'organisation. L'idée du Lean Construction, c'est de ne pas compromettre la performance opérationnelle, de pas et de garantir la sécurité, la qualité, les coûts, le délai, l'environnement sans grappiller sur un de ces paramètres-là. On ne fait pas vite pour faire pas cher, on ne fait pas vite pour faire de mauvaise qualité, on ne fait pas de la bonne qualité en étant trop cher. Voilà, on essaie d'équilibrer un petit peu tout ça et puis d'avoir une performance qui est globale sur l'ensemble des indicateurs opérationnels du chantier. Des constats qu'on a fait, 10% du chiffre d'affaires d'un chantier passe en reprise qualité, ce qu'on appelle les reprises. 30% des heures de travail sont gaspillées. 35% du délai chantier peut être évité. Ça, c'est des mesures qu'on a fait à travers les chantiers qu'on suit avec IMA quand on fait les situations initiales. Donc, il y a pas mal de leviers pour pouvoir aller chercher de la performance sur les chantiers. Les mesures aussi sur la partie humaine. 20% du temps d'un compagnon sur un chantier est passé à marcher. Ça fait entre 7 et 10 km par jour et généralement avec une charge sur le dos. Alors, ce n'est pas forcément des charges lourdes, mais c'est une planche, un outil. Mais en tout cas, il passe quand même 20% de son temps à marcher. Et puis, sur l'aspect pilotage du chantier, un chef de chantier est interrompu en moyenne toutes les 6 minutes. Donc, on peut imaginer que la mission du chef de chantier, c'est d'être un super pompier qui va démerder à tout un tas de problèmes sur le chantier, non pas piloter vraiment des équipes ou du montage. Donc, ça, c'est les constats. Un certain nombre de paradigmes qu'on a dans la construction, c'est dire voilà, chaque bâtiment étant différent, donc chaque bâtiment est un prototype, donc tout ce qu'on a imaginé dans l'industrie, c'est des choses qui ne marchent pas parce que nous, c'est chaque fois différent. Alors là, je vous ai mis une photo du bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, qui est effectivement un bâtiment peu conventionnel, mais il y a quand même des choses à faire si on regarde le chantier peut-être différemment. Définition du Larousse, j'ai trouvé ça intéressant, c'est presque rigolo. Chantier, endroit où sont entassés ou travaillés des matériaux de construction. Bon. Terrain ou local sur lequel on procède à des travaux de réparation. Ok. Lieu en désordre.
Quand on va dans le dictionnaire, c'est ça qu'on a pour chantier. Et donc, quelque part, il doit y avoir dans l'esprit des gens, comme quoi la gestion un peu chaotique qu'on peut avoir sur un chantier, ça fait partie du, de la génétique de la construction, mais qu'on ne pourra pas y changer grand-chose. Donc, un autre point sur lequel il va falloir travailler. Un autre point aussi qui est à combattre, c'est on est entre deux crises. Aujourd'hui, il y a d'énormes pressions sur les prix. Tout le monde veut moins cher, mais avec quand même de la super qualité. Tout le monde voudrait une augmentation des marges, que ce soit les entreprises générales ou la maîtrise d'œuvre, ou les entreprises sur le chantier. Et puis, on aspire tous à avoir une réduction de la pénibilité du stress, donc une meilleure condition de travail. Et aussi l'idée de travailler, parce que quand on travaille sur des chantiers, une entreprise générale, c'est quelqu'un qui coordonne une dizaine de corps de métier, d'avoir des sous-traitants qui sont plus des partenaires que des sous-traitants avec lesquels on veut travailler. Donc tous ces objectifs sont un peu contradictoires et donc ça aide pas pour faire avancer la charrette. Donc l'idée du Lean Construction, c'est que c'est le déploiement sur un chantier de construction d'un certain nombre de principes qu'on connaît dans le Lean traditionnel, mais adaptés à la spécificité du chantier. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans un atelier dans lequel on réalise une démarche Lean, si on prend le cas par exemple de la fabrication d'auto à Sochaux, on a l'ouvrier qui est fixe et puis la valeur ajoutée, le flux de valeur ajoutée qui passe devant lui et chacun à son poste va rajouter un petit bout qui va augmenter la valeur de l'ensemble. Dans un bâtiment de construction, c'est un peu différent, mais si on y regarde bien, le flux de valeur ajoutée, il est fait par les personnes qui montent dans les étages et qui réalisent des tâches de valeur ajoutée au premier, au deuxième, au troisième. Donc l'appareil de production est fixe et c'est le compagnon qui, en montant d'étage en étage ou en passant d'appartement en appartement, va apporter de la valeur. Mais autrement, les principes sont les mêmes, ça nécessite juste un petit peu d'ajustement. Donc l'idée, c'est que le premier principe, c'est de travailler sur le délai client. Tous les chantiers Zotortar, on l'a vu, c'est parce que on ne prend pas en compte la voix du client et l'objectif du client d'avoir son bâtiment à l'heure. Deuxième chose, c'est que il y a un travail qui est à faire sur l'identification du flux de valeur et le tri entre la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée et une valeur ajoutée nécessaire qu'on ne pourra pas complètement supprimer, mais sur laquelle on peut travailler en la diminuant, par exemple. Et puis derrière, le troisième principe, c'est que l'amélioration continue, elle est nécessaire pour avancer, mais cette amélioration continue, elle ne se fait pas avec des retours d'expérience en fin d'affaires, elle se fait sur le terrain par les gens qui sont impliqués dans la construction. Alors, on va aller regarder un petit peu tout ça, comment ça se traduit dans la construction. Voilà le délai client et en général, voilà ce qui se passe. Vous avez un temps de production qui est supérieur au délai client et donc vous avez un retard. Et donc, quand on regarde la décomposition du temps de production, on voit que c'est une succession de temps de valeur ajoutée et de temps de non-valeur ajoutée. Et l'idée, c'est de dire, on va travailler sur la réduction plutôt des temps de non-valeur ajoutée, c'est les temps qui sont en rouge, plutôt que de produire plus vite. Ce qui est marrant, c'est que quand vous discutez avec des gens du bâtiment, quand vous leur parlez innovation, ils vous parlent pratiquement tout le temps de l'imprimante 3D qui construit des murs et assez peu de l'innovation qu'on peut pouvoir mettre dans l'organisation du chantier pour pouvoir justement travailler sur les sources de non-valeur ajoutée.
Donc c'est quelque chose qui est assez profondément ancré dans la tête des gens. Et c'était, j'imagine, comme ça qu'on avait, on a commencé à travailler sur le lean dans l'industrie. On a essayé de trouver des machines qui produisaient plus vite, même si la conséquence de ça, c'était des cagettes de pièces qui attendaient au pied de la machine d'après, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de dire, prenons les choses par le bon bout. On peut certainement avoir des gains de productivité en automatisant, et puis peut-être ça sera moins pénible, certainement, il ne faut pas s'empêcher de le faire, mais les vraies sources comment, de gains, elles sont vraiment dans l'analyse des non-valeurs ajoutées. Et donc, en faisant diminuer ces temps de non-valeurs ajoutées, là, j'ai pas du tout touché. Attendez, je vais mettre le pointeur. J'ai pas du tout touché ici la taille des secteurs verts. J'ai juste diminué la taille des secteurs rouges, et c'est ça qu'on va essayer de faire, même si on s'interdit pas de travailler sur comment faire pour réduire ces secteurs rouges, verts aussi. L'idée, c'est de dire que maintenant, une fois qu'on a travaillé là-dessus, ben, on a du gras ici, entre le délai client et la somme de toutes les tâches qui sont réalisées, non valeur ajoutée ou valeur ajoutée mis bout à bout. Et donc l'idée, c'est que on va essayer de travailler sur la mutualisation du gras. Chaque étape de la fabrication, de la construction d'un bâtiment, chacun a mis un petit peu de temps en plus sur son chiffrage pour pallier aux différents aléas. C'est-à-dire qu'entre le gros œuvre, le plaquiste, l'électricien, le plombier, le chauffagiste, ils sont tous mis une semaine de marge pour être sûr de pouvoir absorber les éventuels aléas. L'idée, c'est de dire, chiffrons au plus juste et mutualisons la marge. L'idée, c'est que derrière, on pilotera cette marge de temps en fonction des aléas, et on attribuera le temps qui est nécessaire pour faire face aux aléas, sous-entendu que on va travailler sur les aléas pour essayer de les réduire. On ne va pas juste mutualiser la marge. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment comprimer le planning pour avoir un enchaînement des tâches qui est au plus juste, et piloter la marge qui se trouve en fin de planning. Deuxième principe, la valeur ajoutée. Donc là, vous avez certainement déjà vu ça, quand vous avez besoin de changer votre trou, si tout va bien, ça passe en 10 minutes. Si vous êtes sous la pluie avec pas le bon outil, ça peut tout de suite prendre des proportions. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire si on n'est pas préparé. Et puis on voit à l'autre bout, il y a les équipes de Formule 1. Vous avez certainement déjà vu ces équipes à la manœuvre, là où ben, il faut 3 à 4 secondes pour changer la roue. Et donc c'est possible parce que, indépendamment des innovations technologiques qu'ils ont mis avec un écrou central certainement, ou j'en sais rien, pas d'attente, pas de recherche d'informations, enfin tout ça vous connaissez. On a vraiment fait un travail sur qu'est-ce qui est la valeur ajoutée et qu'est-ce qui est la non-valeur ajoutée, et on a vraiment supprimé la non-valeur ajoutée. Alors après, ça c'est un peu le rêve qu'on vend. Hein, là, vous êtes certainement 3 ou 4 à changer la roue. Là, ils sont 7 ou 8 à changer la roue. C'est pas non plus les mêmes conditions, mais bon, ça donne quand même une idée de la marge de progrès qu'on peut estimer sur des activités si on les regarde de près. Le troisième, j'y reviendrai après, c'est la partie amélioration continue, mais on va déjà essayer de transposer tout ça dans le lean construction. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler sur les trois M, Muda, Muri, Mura, avec la réduction des opérations qui sont source de gaspillage, le travail sur la charge et la planification de la charge, et puis derrière, travailler aussi sur le changement de priorité. C'est sûr que sur les chantiers, souvent, il faut aller là, il faut réparer ci, il faut réparer ça. Il n'y a pas une atmosphère sereine dans l'enchaînement des tâches. Pour faire ça, on va travailler sur 4 spécificités qu'il faut quand même prendre en compte. Les différents métiers, les différents marchés,
les différents clients et les différentes cultures. C'est vrai que c'est l'aspect culturel ou l'aspect là où va se dérouler le chantier, ça peut avoir son importance. Donc, sur l'aspect de la démarche qui consiste à identifier la valeur ajoutée, travailler sur les matériaux, sur les équipements, sur les flux, sur les collaborateurs et puis sur les livraisons, avec chaque fois des impératifs d'aller chercher le juste nécessaire. On va livrer sur le chantier que ce qui est nécessaire, on va faire du juste à temps. Alors c'est un peu moins facile qu'en bord de chaîne, hein, parce que vous imaginez quand vous livrez des palettes de placo, ça ne se passe pas aussi facilement que des caisses d'équipement, mais on peut quand même travailler sur l'aspect livraison au juste, avec la juste quantité là où on en a besoin. Les équipements, on produit quand on a besoin. Un des plus gros gaspillages sur les lignes de construction, c'est de fabriquer en avance. C'est-à-dire que vous avez peut-être 4 bâtiments, et puis parce que vous voulez optimiser le temps de présence sur le chantier, vous allez faire le gros œuvre des 4 bâtiments. Puis après vos 4 bâtiments, vous allez mettre les entreprises qui s'occupent de la finition dans le premier, puis dans le deuxième, puis dans le troisième. Et puis entre le moment où vous avez fini de couler le premier bâtiment, le gros œuvre, et le moment où vous avez le premier plâtrier qui rentre dedans, il va se passer plusieurs mois. Ça, c'est une attente. Les flux, là aussi, il faut que le flux de valeur ajoutée soit en phase avec la progression du planning, et puis il faut essayer de supprimer les à-coups. Les collaborateurs, c'est eux qui sont là et qui fabriquent la valeur ajoutée, et puis les livraisons, elles sont à l'heure pour qu'on n'attende pas sur la peinture ou le carrelage. Rapidement, la non-valeur ajoutée, déplacer du matériel, rechercher de l'info, faire des reprises, la valeur ajoutée, tracer, régler une branche, mettre un mannequin, couler, vibrer, tout ça. Voilà, il faut identifier sur un chantier qu'est-ce qui produit réellement de la valeur, et puis derrière, qu'est-ce qui n'en est pas. Bon, je passe rapidement là-dessus. Sur la partie amélioration continue. Donc là, on va être dans la recherche des gaspillages. L'idée, c'est de dire, c'est les gens sur le chantier qui sont le plus à même d'identifier les gaspillages et de pouvoir les gérer. Donc on a les 7 gaspillages qu'on a l'habitude de voir, plus la non-utilisation des bonnes idées. Alors là, je fais une petite parenthèse sur la non-utilisation des bonnes idées. Il y a les bonnes idées et puis les mauvaises bonnes idées, les bricolages. On essaie de ne pas tuer la créativité, mais on essaie aussi de pas avoir des géotrouve-tout là qui inventent des trucs avec des bouts de ficelle. On peut faire de l'innovation, mais il faut quand même que ça reste dans un certain nombre de limites, et il faut que ça soit quand même en ligne avec la qualité attendue du produit final. Alors, quelques exemples sur les stocks. Là, vous avez des tourets qui sont stockés dans un bâtiment qui est en cours de fabrication. Il y a de fortes chances pour que ces tourets-là, quand on va devoir travailler dans cette zone-là, il va falloir les déplacer au moins une fois. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de matériel qui ont été stockés là, parce qu'il y avait de la place, mais pas parce qu'on en a besoin ici, c'est parce que c'était la seule place disponible. Là aussi, sur le chantier, on va avoir tout un tas d'équipements qui vont être stockés, des piles qui tombent un peu. On peut vraiment faire du 5S sur le chantier, et c'est vraiment impressionnant de voir du 5S sur le chantier. Les déplacements, donc je vous l'ai dit, 10 km par jour, principalement toujours avec une charge sur le dos. Et donc, juste pour rappel, 70% des accidents. Alors après, les valeurs changent un petit peu en fonction des sources que vous avez, mais entre 50 et 70% des accidents sont des chutes de plein pied, dans les entreprises comme sur les chantiers. Le gaspillage avec les transports, on a là une magnifique grue qui va soulever une toute petite charge,
Et là, on a tout un tas de camions qui sont là et qui visiblement attendent soit de déplacer, soit de reprendre du matériel. Donc il faut regarder les approvisionnements externes, comment est-ce qu'on va livrer le chantier, et à l'intérieur du chantier, comment est-ce qu'on va approvisionner les différents étages ou les différents corps de métier. Les reprises, donc ça c'est un peu la spécialité du bâtiment, hein. Comme on sait couler du béton, eh ben on se prive pas pour couler du béton et puis faire des trous après, avec les conséquences que ça a, remettre des échafaudages, faire des trous, évacuer les gravats. Alors c'est pas toujours la faute des gens sur le chantier. Il faut voir que souvent le flux d'informations et la vitesse à laquelle le bâtiment est modifié est pas toujours synchronisé avec la façon dont il est construit. C'est-à-dire que certainement quand ils ont coulé ça, ils n'avaient pas l'information qu'il y avait une réservation à faire pour mettre une porte. Donc tout n'est pas de la faute des gens sur le chantier, mais là on se rend compte que quand on identifie ce genre de choses, il y a besoin quand même de coordonner entre les gens qui sont au-dessus du chantier, qui fournissent les bureaux techniques qui fournissent les plans, l'architecte et aussi le client. Si tous ces gens-là sont alignés par rapport au délai client, ça remet un peu les priorités là où elles doivent être, et la validation d'un certain nombre d'options qui doivent être faites dans les délais pour pas pénaliser le chantier. Les attentes, donc là on a des gens qui ont certainement des choses à faire, mais parce qu'on attend un plan, une autorisation, un permis de travail. C'est souvent ce qu'on a sur les chantiers, avec quelquefois aussi quelque chose qu'on voit pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, des bâtiments qui sont fabriqués en avance, quoi. On le produire trop tôt. 3 bâtiments complets terminés en gros œuvre en attente du second œuvre. Les opérations superflues, là aussi, on va mettre des suspentes sur des suspentes. On va piquer au lieu de coffrer. C'est des choses qui, quand on va faire la préparation du chantier, pourraient être évitées pour qu'on puisse se coordonner. Typiquement ici, on a certainement ici des câbles qui passent dans ces goulottes-là, qui ont été mises par le service informatique. Et puis derrière, là, sur le même tracé, on va avoir l'électricien qui va faire passer ces fils pour alimenter ces prises. On aurait pu peut-être coordonner le travail dans cette zone-là pour qu'il n'y ait qu'un seul chemin de câble et puis que ça soit plus facile pour le tirage de câble. Donc, on peut faire baisser la non-valeur ajoutée dans des proportions qui sont quelquefois assez impressionnantes. Le lean construction, donc à un moment donné, il faut travailler sur les paradigmes. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de freins, et donc d'essayer de faire passer les comportements orientés problèmes vers des comportements orientés solutions. Et ça, c'est le plus difficile à faire parce que c'est ancré très profondément dans la mentalité des gens, et un chantier qui se passe bien, c'est presque un chantier suspect, quoi. Quand il n'y a pas de problème, les gens ils retrouvent plus leur marque. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est mettre une organisation projet qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes, avec une démarche structurée pour pouvoir vraiment avoir les manettes. Si vous travaillez que sur l'entreprise qui est sur le chantier, ça marche pas, parce que derrière, elle a besoin d'un certain nombre d'informations pour avancer, dont des plans qui doivent être validés. Et donc l'idée, c'est de pouvoir caler le flux opérationnel avec le flux de communication, et ça commence par de la formation déjà au niveau projet, puis derrière un travail sur la modification de la culture, et après un travail sur la gestion du projet jusque sur le chantier.
Le diable est dans les cloisons. Ce qu'il faut, c'est réduire les contraintes internes pour être plus à l'écoute des contraintes clients. Donc ça veut dire qu'il y a un changement qui doit se passer et un travail qui doit être fait de collaboration sur le chantier pour qu'on puisse atteindre le délai client avec la qualité attendue par le client. C'est plus chacun pour soi et chacun se tire dans les pattes. Donc, l'amélioration continue et l'application du personnel. Si on n'a pas d'amélioration continue, on n'a pas d'implication des gens sur le travail qu'ils font. Et donc, avec quelquefois des gens qui se tirent dans les pattes. Et puis l'application du personnel, c'est travailler sur ces principes-là dans la durée. Si on n'est pas engagé dans le processus d'amélioration continue, eh ben, au bout d'un moment, ça se relâche et on retombe dans les mêmes travers. Pom, pom, pom. Une petite phrase que j'aime bien, le jardinier n'agit pas sur la fleur, mais sur son environnement, l'eau, les minéraux, la lumière, c'est un peu ça qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans les ressources des gens qui font le travail. C'est pour ça que la méthode qu'on utilise s'appelle le last planner. C'est vraiment celui qui va faire la dernière action, qui a la possibilité de décider où et quand il travaille, dans le respect du planning bien sûr, et en collaboration avec les autres. L'être humain, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Donc là, j'ai remis ce petit graphique des 5E. L'engagement, c'est vraiment important. On verra comment on arrive à fédérer autour du planning les différentes personnes. L'enthousiasme, c'est aussi quelque chose qui est important parce que c'est par là qu'on va pouvoir avoir de l'émulation. Puis surtout le ensemble. C'est pas le plaquiste qui fait son planning et ce qui se fout un petit peu des incorporations qui vont devoir être mises par l'électricien. C'est l'électricien, le planning, le chauffagiste et le carreleur qui discutent ensemble pour pouvoir optimiser la séquence de réalisation. Les facteurs clés de succès. Donc, un système de management, un état d'esprit et des comportements et des systèmes opérationnels. Jusque-là, il n'y a pas de grande différence avec ce qu'on peut voir dans la partie lean manufacturing. Je passe rapidement, mais c'est vraiment là-dessus où les deux approches se rejoignent. Par contre, là où il va y avoir des divergences, c'est que les outils qu'on va utiliser ne sont pas les mêmes. Bon, je passe rapidement. Là aussi, hop. Donc l'idée, c'est que sur la partie projet, il y a quand même des choses à faire au niveau de la préparation du chantier, de la façon dont on va travailler sur le planning, de l'optimisation du planning. Mais après, c'est vraiment sur le chantier lui-même où on va avoir du coaching qui va être réalisé sur le chef de chantier pour l'aider à utiliser des méthodes nouvelles pour pouvoir driver son chantier de manière plus efficace. Et si on n'a pas cette phase de coaching là, toute la belle mécanique qu'on peut imaginer, ça tombe un petit peu à l'eau et le projet peut même retourner assez violemment dans la façon dont on a l'habitude de gérer les projets sans ligne. Et là, tout le monde est perdant parce qu'on s'est investi, on a dépensé des sous pour mettre en place une démarche, mais parce qu'il n'y avait pas le coaching au plus près du terrain, la démarche, elle s'essouffle et elle s'arrête. Alors, l'outil principal, c'est le Last Planner. Ça vient du Lean Institute of Construction aux États-Unis. L'idée de ce truc-là, c'est on va garantir les délais, définir un certain nombre d'activités qui vont être réalisées. C'est là aussi on va calculer comme pour une production attack time. Si je dois faire une tour
de 50 étages en un an, eh ben, il va falloir que je sorte un étage toutes les semaines. Et donc l'idée du tag time, c'est comment est-ce qu'on va s'organiser pour que toutes les semaines, on puisse sortir un étage. Et donc là, on va s'appuyer sur les sous-traitants, dessiner des séquences qu'on va reproduire, parce qu'en fait, un des paradigmes du Lean, c'est dire on fait des prototypes. C'est pas tout à fait vrai. Peut-être l'extérieur du bâtiment est un prototype, mais à l'intérieur, si on est dans une tour qui fait des appartements ou des bureaux, vous allez avoir des couloirs, vous allez avoir des bureaux ou des appartements, vous allez avoir des toilettes. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut reproduire et sur lesquelles on peut définir des séquences, optimiser ces séquences, et puis derrière reproduire ces séquences en les planifiant. Voilà, comment ça marche? Donc ça, c'est en gros un planning classique, en vraie grandeur. Donc vous voyez qu'ici, on a les dates, les opérations. Enfin, on a les opérations, ici on a les dates, et puis ici on a les petites barres qui définissent quand est-ce que vous faites cette opération-là. Il y a des liens, donc on n'y comprend pas grand-chose. C'est en général un document qui fait 50 pages que personne ne lit, qu'on n'imprime pas en vraie grandeur, parce que sinon il faudrait des murs immenses. Donc c'est un document qui est fait et qui est, je dis pas qu'il n'est pas, il n'est pas nécessaire, mais en tout cas pour le pilotage d'un chantier, c'est compliqué parce que c'est assez peu visible. Et donc l'idée, c'est que plutôt que de travailler sur l'ensemble du planning, on va faire du zoning. Un bâtiment, je vous renvoie vers les bâtiments peut-être que vous connaissez, on peut facilement le découper en étages. À l'intérieur des étages, on peut définir un certain nombre de zones qui ont des caractéristiques qui sont particulières en termes de géographie, en termes d'équipement, en termes de la façon dont elles vont être construites. En général, le rez-de-chaussée, c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que il y a des halls, il y a des locaux techniques, des choses comme ça. Mais si vous montez dans les bâtiments, on va se rendre compte que ça ressemble relativement, c'est relativement similaire d'un étage à l'autre ou d'un côté du bâtiment à l'autre. Et donc le fait de définir un certain nombre de zones, on va saucissonner le bâtiment en général en étages, et à l'intérieur, on va saucissonner le bâtiment en zones avec des propriétés équivalentes sur lesquelles on va pouvoir travailler. Derrière, on va commencer à intégrer le planning, où on va mettre en grosse maille l'ensemble des tâches qui vont être faites, depuis la partie gros œuvre jusqu'à la partie extérieure ou la partie finition. Et puis on va définir en comprimant le planning au plus juste l'ensemble des tâches et le buffer associé. Et derrière, avec le découpage, on va travailler sur des zones qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place le tag time. Sur la fabrication, la livraison d'un certain nombre de pièces, et une fois qu'on aura terminé ces pièces, on n'y reviendra plus. Donc en général, c'est plutôt du bas vers le haut. Ça arrive que des fois on descende, mais c'est plutôt du sous-sol vers les bâtiments du haut. Et donc on va essayer de calculer un rythme, et sur le rez-de-chaussée qu'on a vu tout à l'heure, il va y avoir peut-être 5 zones différentes parce que c'est très particulier, mais dès qu'on va arriver là-dessus, on va avoir peut-être 3 ou 4 zones qu'on va pouvoir reproduire. Et donc on va définir un pas de 10 jours pour réaliser un appartement, un bout de pièce ou une portion d'étage. Derrière, on va travailler sur les prérequis. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, les prérequis. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder, une fois qu'on a fait la planification du chantier, de regarder à 6 semaines, à 1 semaine ou à 2 jours, quels sont les prérequis qui vont être nécessaires en termes de personnel, d'information, d'outillage, de matière,
ou d'antécédents. Qu'est-ce qu'il faut à 6 semaines? Quand je suis à 6 semaines, qu'est-ce que j'imagine qu'il faut pour commencer ma tâche de placo? Eh ben, il faut que le bâtiment soit hors dehors d'air, il faut que le GC soit terminé, et donc on va définir un certain nombre de prérequis sur qu'est-ce qui doit être terminé. On va se poser la question aussi de la vérification à 1 semaine, et puis 2 jours avant, on va vérifier qu'on est bon. Si on prend le cas de la matière, à 6 semaines, on va peut-être se dire, est-ce que la matière a été commandée? Oui, la matière a été commandée. Est-ce que le conducteur de travaux a commandé la matière? À 1 semaine, on va peut-être se poser la question, est-ce que la date a été confirmée? Et puis 2 jours avant, on va peut-être se poser la question, est-ce que la date a livré? Donc il y a des échelles de temps qui sont différentes, des gens qui vont faire des vérifications qui sont à des niveaux différents. L'idée, c'est de pouvoir mettre sous contrôle l'ensemble de ces prérequis et toutes les conditions qui pourront être vérifiées à 6 semaines, à 1 semaine ou à 2 jours, c'est tous les aléas en moins qu'on aura sur le chantier. Après, il n'y aura plus vraiment que des aléas. J'ai fait un bâtiment à Nancy, il y a eu un feu au dernier étage pendant le chantier. Bon, là, c'est vraiment un aléa qu'il a fallu gérer. Mais tout le reste était sous contrôle. Les gens, les matières et puis les accès. L'idée aussi, c'est qu'on va faire un planning géotemporel. Donc, vous voyez un peu la différence entre le planning d'avant et celui-là. Ici, on va retrouver le saucissonnage en niveau et en zone du planning. On va retrouver les différentes activités et on va retrouver des séquences. Toutes ces séquences ici sur le 2, le 3, le 4, c'est des séquences qui sont toutes identiques parce que les bâtiments sont identiques, les surfaces sont identiques. Et puis même si au 3e étage, il y avait un bureau qui était un peu plus gros, c'est pas très grave, il va toujours de toute façon y avoir la même séquence. Il faudra peut-être prévoir un petit peu plus de temps pour faire la moquette ou faire la peinture. Mais là, on a mis sous une forme géotemporelle l'ensemble du planning, et puis derrière, on voit que la dernière activité, elle est faite ici, et on a ici peut-être le buffer. Et c'est sur la base de ce planning géotemporel qu'on va planifier étage par étage, zone par zone, les différentes activités du chantier, avec une ligne de temps qu'on va déplacer comme ça, et on verra comme ça verticalement tout ce qui doit être fait durant cette semaine-là. Donc, on va commencer par un planning LPS avec la vérification des prérequis, puis après un planning à 6 semaines, puis après un planning à 1 semaine, et puis derrière, sur le chantier, on aura les plannings à 2 jours avec les exécutions qui vont être faites. Et tout ça, ça se coordonne et on remonte les informations qui sont nécessaires pour éventuellement, peut-être dans le cas du feu qu'on a eu à Nancy, là, revoir les différentes séquences qui ont été impactées, mettre des séquences qui sont nouvelles, qui n'étaient pas prévues au départ, le passage de l'expert, le temps nécessaire pour avoir l'expertise et puis la reconstruction suite au sinistre, et on va pouvoir replanifier en décalant les séquences qu'on avait imaginées au départ. Pour faire ça, on a des post-it qui sont utilisés sur le chantier, donc avec une couleur de post-it par sous-traitant, avec un certain nombre d'informations, quelle tâche, quelle durée. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Donc là, on va les regarder. Quand on commence à planifier, en général, sur le chantier, on est peut-être à 2 semaines, on a quelquefois de la visibilité à 4 semaines. Donc à 4 semaines, on peut déjà commencer à se poser un certain nombre de questions sur la vérification des prérequis. Et donc, commencer à voir que cette tâche-là, parce qu'on n'a pas pu vérifier le prérequis correspondant, et là, visiblement, un point rouge qu'il va falloir lever. Et ça veut dire que sur une feuille qui est à côté du planning, on a noté que pour cette tâche-là, on attend l'accord du client pour la validation de la position du meuble central de la cuisine. Et donc, on sait identifier des tâches très, très en amont, le plus en amont possible, qui pourraient avoir un retard au démarrage parce qu'un certain nombre de prérequis n'ont pas été vérifiés ou levés ou mis sous contrôle. Voilà, donc les différentes vérifications
des plannings à 6 semaines, 1 semaine ou 1 jour sont faits soit par le coordinateur de travaux ou directement par le chef de chantier sur le chantier. Et donc physiquement sur le chantier, on a ce planning avec des colonnes, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure, dans lequel chacun va venir mettre son post-it sur qu'est-ce qu'il va faire demain et qu'est-ce qu'il va faire après-demain, en ayant chaque fois vérifié les prérequis pour s'assurer que la tâche commencera à l'heure et que la tâche durera le temps qui a été prévu qu'elle dure. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on retrouve ici le découpage géotemporel avec les différents étages et les différentes zones. Et puis ici, on a planifié avec des couleurs différentes les interventions des sous-traitants. Ici, on a une vision, une colonne pour 2 post-it sur 2 semaines. Et puis là, on peut mettre encore la planification à venir à 5 semaines. Donc plus on va vers la gauche du planning, plus on est dans l'opérationnel. Et donc on va faire ces panneaux-là sont des panneaux qu'on va pouvoir déplacer. Là, c'est la visibilité qu'on a peut-être le lundi. Le lundi, on va faire ces tâches-là, on va les enlever du planning. Quand on arrivera au vendredi, on aura certainement enlevé tout ou partie de ces post-it. S'il en reste, on calculera un indicateur de ce qu'on appelle les promesses tenues. On avait dit qu'il faudrait 5 jours d'activité sur les tâches oranges. Là, j'en ai fait que 4. Ben, il y a un post-it sur 5 qu'on n'a pas fait. Et donc, on calculera le taux de promesses tenues. Et puis là, à la fin peut-être de cette semaine-là, on va regarder pour vérifier l'ensemble des tâches qu'on a prévues. Puis ce panneau-là viendra ici. Et là, on mettra un panneau vide dans lequel on commencera à déverser un certain nombre de tâches. Et là, on sera à plus ou moins 2 semaines. Mais on a une visibilité des 5 prochaines semaines. Et voilà comment ça se passe en vraie grandeur. On a ici, je pense que c'est la photo du même planning. 2 semaines sur lesquelles on planifie. Donc là, ils sont en train de faire la vérification de ce qui a été fait ou pas fait sur ce planning-là. Donc il y a certainement assez peu de tâches qui restent là, et donc on va se poser la question, ça n'a pas été fait, pourquoi? Et donc il y a des boucles d'amélioration continue qui vont essayer de comprendre pourquoi on n'a pas réussi à tenir la promesse qu'on avait maintenue. Et puis derrière, ils vont commencer à vider ce truc-là, replanifier sur la semaine prochaine ce qui n'a pas été fait, et on va déplacer le tableau. Ici, vous voyez dans le fond là le planning géotemporel, où on a saucissonné pareil le bâtiment en étage et en bureau. Là, c'était des bureaux. Donc les indicateurs qu'on va suivre, c'est les indicateurs de promesses tenues. C'est-à-dire que sur mon planning, j'avais prévu pour la semaine prochaine de réaliser 20 tâches. 20 tâches, c'est un certain nombre de post-it. En général, on met un post-it, une tâche, une journée. Et puis derrière, ici, j'ai regardé combien de tâches j'ai pu faire. Là, j'ai fait 80%. C'est-à-dire que j'avais peut-être 50 tâches et il y a 4 tâches que j'ai pas réalisées. Ce qu'on peut voir, en général, c'est qu'il y a une espèce de montée en puissance vers cet objectif de 100% des tâches qui sont réalisées dans les délais tels que promis. Il y a une zone verte ici de chaque côté vers le 110 et le 90. Quand on est dans cette zone, on s'autorise quand même un certain nombre de tâches qui ne sont pas réalisées, mais derrière, il y a l'amélioration continue. Et puis, en dessous du 90 et au-dessus du 110, il y a des zones rouges. C'est-à-dire que si on est trop souvent au-dessus de la ligne, c'est pas bon non plus. Ça veut dire qu'il y en a un qui joue pas le jeu et qui planifie de manière trop pessimiste ses activités. Donc qu'on soit au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne, on s'autorise une marge d'erreur de 10%, mais on essaie de rester dans la limite, et donc on voit en général des courbes en cloche comme ça, avec quelquefois peut-être un accident. Il y a le chef de chantier du plaquiste qui est pas venu, donc ça a complètement déréglé la façon dont ils organisent. Donc ça arrive, mais en général, on a bien une courbe avec une asymptote comme ça, quoi.
autre indicateur qu'on suit, c'est le buffer. Donc, on a ici un buffer de 60 jours. C'est le nombre de jours qu'on a utilisé à la fin du chantier. Et l'idée, c'est de rester ici, de regarder. En fait, on a mutualisé aussi le buffer sur l'intégralité du projet. C'est-à-dire, tant qu'on est dans la zone verte, enfin, même dans la zone orange, on finit le chantier à l'heure. Dès qu'on commence à être dans la zone rouge, c'est qu'on commence à prendre du retard et on va grignoter notre avance. Associé avec le LPS, on a un certain nombre de points qu'il faut remonter, soit des points bloquants, ce qu'on appelle les points bloquants. On essaie de mettre maintenant tout ça dans des listes uniques, mais le point bloquant, c'était typiquement j'ai un prérequis qui n'a pas encore été mis sous contrôle. Je vais remonter un point et donc là, il va falloir aller voir peut-être un autre sous-traitant ou un fournisseur pour faire préciser la zone, la date de livraison du carrelage ou peut-être le bureau de contrôle pour la validation du plan d'implantation. Et puis derrière, les problèmes, donc c'est la même table. Quand on a un PPT, un pourcentage de promesses tenues qui n'est pas à 100%, c'est-à-dire qu'il y a des tâches qu'on avait prévues, qu'on avait promis de faire, mais qu'on n'a pas réalisé, on se pose la question, avec un petit 5 pourquoi, de savoir quelle était la cause du non-respect de la promesse. Il n'y avait pas suffisamment de personnel, on a été embêté parce qu'on n'avait pas je sais pas quoi. Et donc on va essayer de trouver un certain nombre de causes racines et de mettre en place un certain nombre d'actions qui fait que le chantier développe des capacités d'amélioration continue sur la réalisation du terrain. Sachant que ce qu'il faut voir, c'est que on résout sur le terrain les problèmes qui sont possibles à résoudre au terrain. Si c'est un problème de coordination avec l'architecte, c'est pas sur le terrain qu'on va voir ça. Donc c'est des choses qui vont remonter au niveau du chargé d'affaires ou du conducteur de travaux pour qu'il aille lui à son niveau, dans les réunions qu'il a avec l'architecte, peut-être solutionner le problème. Et donc l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de routines qui sont exécutées. Est-ce qu'on a vérifié les prérequis? Oui. Est-ce qu'on pense que la tâche va être réalisée? Oui. Réalisable? Oui. Est-ce qu'on a pas eu de soucis sur la réalisation des problèmes? Non. Eh bien non. On a la tâche qui est réalisée, elle commence à temps et elle termine, elle dure le temps qu'on a prévu. Si les prérequis sont pas vérifiés, est-ce que c'est un point bloquant? Est-ce qu'on arrive à lever? Si oui, on peut encore peut-être réaliser la tâche à temps. Sinon, c'est une tâche qui devra être replanifiée parce que ça sert à rien de se dire qu'on fera le carrelage demain si on n'a pas la date confirmée de la livraison du carrelage. Donc ça veut dire que peut-être on va être obligé de décaler une séquence et replanifier la tâche. Et dans tous les cas, si jamais on n'arrive pas à faire sur le terrain, il y a la question qui se pose des actions correctives avec les 5 pourquoi.